L'espace public est une notion extrêmement populaire qui a déjà été abordée à maintes reprises. Le plus souvent, on désigne par espace public cet ensemble de lieux physiques qui sont communs à tous les citoyens, où ces derniers peuvent circuler librement, que ce soit un parc, une rue ou encore une forêt. Le terme est très utilisé par les personnalités politiques qui abordent par exemple la question du port du voile dans l'espace public. En sciences de l'information et de la communication, cette notion est bien différente de celle utilisée dans les médias. En effet, l'espace public a été défini d'abord par Hannah Arendt, philosophe allemande, puis repris et démocratisé par Jürgen Habermas. Il est défini notamment comme l'endroit, qu'il soit physique ou non, où, je cite, « un public constitué d'individus faisant usage de leur raison s'approprie la sphère publique contrôlée par l'autorité et la transforme en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir de l'État ». Pour définir l'espace public, Habermas s'est appuyé sur l'exemple de la sphère bourgeoise de la fin du XVIIIe siècle. L'émergence de cette nouvelle classe a bouleversé la société et les questionnements de l'époque. Ils se réunissaient alors dans des cafés pour débattre de ce qu'Habermas appelle la chose publique, c'est-à-dire débattre en faisant usage de leur raison. Au départ évoquée pour parler des médiums du XVIIIe siècle, notamment la presse ou la parole publique, la notion d'espace public est désormais intimement liée aux médias contemporains. Nous verrons au cours de cette vidéo que l'espace public a connu diverses mutations et demeure aujourd'hui encore une notion complexe à appréhender. Bernard Miège, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication et l'un des fondateurs de la discipline, a fait de l'espace public l'un de ses principaux axes de recherche. Il a conceptualisé 4 modèles de communication en vigueur depuis les débuts de l'espace public. Le premier à apparaître, c'est la presse d'opinion, donc c'est une presse qui n'existe plus aujourd'hui, une presse engagée, avec un discours relativement violent, très militant. Le deuxième modèle, c'est la presse industrielle de masse. Apparue au XIXe siècle, cette dernière est tournée vers le profit et les opinions y sont moins tranchées. On a ensuite le modèle des médias audiovisuels, alors audiovisuels au sens premier du terme, c'est-à-dire la radio et la télévision. Et donc c'est la mise en place d'un secteur industriel des médias, c'est ce qui touche aux industries culturelles, le fonctionnement économique, les médias en tant qu'entreprise de presse et en tant que pourvoyeur d'informations. Et enfin, le dernier modèle est celui des relations publiques généralisées. Le quatrième, c'est les relations publiques généralisées. Les relations publiques généralisées, c'est le fait que les entreprises, les organisations, les associations, etc. interviennent dans l'espace public. Elles n'interviennent pas seulement dans leur cadre propre, elles interviennent dans l'espace public. Par la suite, Bernard Miège est revenu sur ces 4 modèles et en a distingué un 5e. À l'époque, il l'annonçait, un 5e modèle, donc on était sur la fin des années 90, et il annonçait un 5e modèle qui tournerait autour du numérique et de la numérisation de la société. En effet, Miège voit dans la numérisation de la société et le numérique un nouveau modèle émerger. Ce modèle serait plus sociétal, plus spontané et hors de toute institution. Internet, justement, est souvent considéré par beaucoup comme une nouvelle forme d'espace public, un lieu d'échange plus contemporain qui aurait ses propres caractéristiques. Cette vision est un peu idéaliste, car Internet possède de nombreux attributs contraires à l'esprit de l'espace public. Ce que l'on note, c'est que d'abord la présence des algorithmes fausse un petit peu la donne, puisque les algorithmes vont avoir pour consigne de faire remonter que les discours les plus haineux, les plus engagés, les plus militants. Et avec le phénomène de bulle de filtre, on a donc des collectifs qui sont enfermés dans leur propre communauté si ce n'est de pensée, au moins d'arguments ou de valeurs, et donc ils s'auto-entretiennent. De plus, les discussions sur Internet sont parfois plus engagées et ne sont pas toujours raisonnées et raisonnables, comme le prétend le modèle initial d'Habermas. Tout dépend de la façon dont les gens se servent, en réalité, des réseaux sociaux. L'outil technique le permet, l'outil technique n'interdit rien. Celui qui est à la manœuvre et qui a tous les pouvoirs, c'est l'utilisateur. Et s'il veut bien être raisonnable et raisonné, alors la discussion sera raisonnable et raisonnée. Avec les nouveaux médias numériques, de nombreux chercheurs évoquent un espace public qui est à la fois élargi et fragmenté. La fragmentation de l'espace public, c'est donc la cohabitation de micro-espaces publics les uns à côté des autres. Ici, l'enjeu est, et on retombe sur les bulles de filtre, l'enjeu est que ces micro-espaces publics ne se ferment pas
aux autres micro-espaces publics, qu'ils puissent continuer à confronter, à dialoguer. Et puis c'est, si on a une pluralité d'espaces publics, à un moment donné, quelle est l'enveloppe commune? Parce que dans l'espace public que décrit Habermas, c'est un projet de société. C'était en gros aller vers l'émancipation, aller vers la publication d'informations, que tout soit rendu public, que tout soit discutable et que chaque dirigeant soit redevable envers les gens qu'il est censé représenter, et le tout dans un concept d'intérêt général. Élargissement, ça veut dire que s'intéresser beaucoup plus largement à des questions de société, des questions sociales, des questions sur les rapports hommes-femmes, et puis plus récemment des questions liées à l'environnement, des questions de type écologiste. Et on peut voir que de nombreux sujets sont entrés dans cet espace public relativement tard. C'est le cas par exemple de la santé, réservée autrefois aux spécialistes, désormais critiquée et discutée dans les médias. Donc on a comme ça un élargissement de thématiques. C'est plutôt une bonne chose ça pour l'espace public, parce que ça veut dire que tout est passé au crible de la publicisation, donc de la mise en public, de la discussion et de la confrontation. Et nous assistons également à un autre élargissement, celui des acteurs. Certaines populations ou catégories de populations qui n'avaient alors pas la possibilité de s'exprimer le font aujourd'hui plus facilement. C'est le cas des femmes, des enfants ou des personnes moins aisées, contrairement au modèle d'espace public de Arendt et Habermas. Ce qu'il faut retenir, c'est que la notion a été théorisée par Hannah Arendt et Jürgen Habermas. Ils définissent l'espace public comme un lieu d'échange éclairé réservé à une certaine élite. Depuis, le terme a été très largement repris et détourné, notamment par les médias contemporains. Désormais, on ne parle plus d'un espace public, mais plutôt de multiples fragments d'espace public relatifs à différentes communautés, différentes opinions et différents groupes d'individus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui, on espère, vous a plu et vous aura appris pas mal de choses. On vous met l'ensemble de notre bibliographie en description juste sous cette vidéo. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne révision et à bientôt!